Bonjour, aujourd'hui, Richard Cœur de Lion. Il était un géant dans la bataille et se trouvait partout. Il était Achille, Alexandre et Roland. Ambroise. « 2000 ans d'histoire. Malgré ou même à cause d'Ivanhoé et de Robin des Bois qui ont fait de lui un personnage de légende, Richard Cœur de Lion reste à bien des égards un inconnu. Qui sait que celui qui fut roi d'Angleterre n'y a séjourné que 6 mois pendant ses 10 ans de règne, qu'il a vécu plus longtemps en France où il est mort et enterré, que ce guerrier était aussi un troubadour et que celui qui fut l'incarnation de la chevalerie a plus souvent porté les armes contre son père que contre Saladin ou Philippe Auguste. Bref, que ce roi sans peur n'était peut-être pas sans reproche, n'en déplaise aux inconditionnels de Robin des Bois ou aux lecteurs de Walter Scott. Au XIIe siècle, au terme de la troisième croisade pour la libération de la Terre Sainte, le chevalier saxon Wilfrid d'Ivanoé entreprit en secret une croisade personnelle. Roi d'Angleterre et guerrier valeureux, Richard Cœur de Lion avait disparu au cours de la longue marche qui devait le ramener dans son royaume, et nul n'avait pu retrouver sa trace. Mais Ivanoé restait convaincu que son roi était encore en vie, et sa foi le poussa à entreprendre d'interminables recherches qui, de château en château, le conduisirent finalement en Autriche. Mon cœur était un lion, il est dans les chaînes. Et par le monde, je vais chantant ma peine. En effet, le serment, ô mon cœur de lion, vienne le moment de t'ouvrir ta prison. Jean-Fleury, bonjour. Bonjour. Alors on vient d'entendre un extrait d'Ivanoé, un film qui je crois n'est pas étranger à votre vocation d'historien. Oh, mais je crois que tous les médiévistes ont été plus ou moins impressionnés dans leur enfance par le roman de Walter Scott, aussi fautif soit-il. Oui, c'est ça, parce que bon, Ivanoé est un personnage de légende, alors nous allons parler avec vous d'un homme bien réel, en revanche, celui-là, Richard Cœur de Lion, auquel vous venez de consacrer une biographie chez Payot, un roi donc que l'on croit connaître, qui a régné, il faut le rappeler, sur l'Angleterre entre 1189 et 1199, date de sa mort, mais un roi aussi que l'on découvre pourtant en vous lisant, parce que ce roi d'Angleterre, en fait, était français d'origine. Oui, il est tout à fait français, il est angevin, et c'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs plus ou moins mal vu par les Anglais qui lui reprochent d'être trop français, et par les Français qui lui reprochent d'être roi d'Angleterre et d'avoir lutté contre le roi français Philippe Auguste. Alors, il est donc entre deux chaises, si j'ose dire. Oui, et puis fils donc effectivement de 2 Français, d'abord, un comte d'Anjou, Henri II, qui devient roi d'Angleterre, et puis d'une Française célèbre, tristement célèbre même pour certains, Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine est plus aquitaine que française. Oui, enfin, oui. Aliénor d'Aquitaine est d'ailleurs une personnalité extraordinairement riche et dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure, je suppose. Alors c'est un fils un peu indigne, hein, son père donc qui devient Henri II, roi d'Angleterre, que c'était en 1154. Son père, en fait, il s'est battu très longuement contre lui avant de devenir roi, Richard Cœur de Lion. Oui, parce que Henri II avait, semble-t-il, une animosité assez forte à l'égard de son fils. On ne sait d'ailleurs pas très bien pourquoi, il y a de multiples raisons qui seraient trop longues d'énumérer ici. Il y a 2 raisons qui ont conduit Richard Cœur de Lion à s'opposer à son père. C'est d'abord le fait qu'il lui préférait très nettement ses autres frères. D'abord, Henri le Jeune, qui était l'aîné. Oui. Henri le Jeune aurait dû régner avant Richard, mais il est mort en 1183, donc c'est Richard qui devenait à ce moment-là l'héritier. Mais tout en devenant l'héritier, son père lui préférait malgré tout Geoffroy, son frère cadet, et même Jean Santerre, qui pourtant n'avait pas de qualité ni de chevaleresque, comme on le verra. Ah, c'était un méchant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on voit ce western qu'était Ivanoé, il jouait le rôle du méchant, en tout cas. Il ne faut pas trop exagérer, mais enfin, certainement que il n'a pas le brio, ni le caractère étincelant de Richard Cœur de Lion. Ah, il faut croire, Jean-Fleury, en tout cas, que Henri II ne lui tenait pas rigueur à son fils de s'être battu contre lui, d'avoir complètement
comploter contre lui, parce que quand il meurt, il lui laisse, lui et puis sa femme Aliénor d'Aquitaine, lui laisse un héritage énorme. On oublie toujours que c'était peut-être le plus puissant des souverains d'Europe à l'époque, Richard Cœur de Lion. Oui, déjà à l'époque d'Henri II, le fait qu'il hérite de l'Aquitaine, puis non pas directement, puisque c'est Aliénor qui est duchesse d'Aquitaine, et elle transfère son duché à son fils Richard en toute propriété, puisque la dot, elle ne passe pas au mari. Aliénor garde l'Aquitaine, elle le transfère à Richard. Mais pour la Normandie, pour le Maine, pour l'Angleterre à la mort de Henri II, une Angleterre agrandie à l'Irlande, puisque Henri II avait déjà commencé à conquérir l'Irlande. L'Irlande est encore à conquérir à cette époque, très largement. Oui. Mais l'Angleterre, en tout cas, est un royaume relativement riche à cette époque, et le fait qu'il devienne roi d'Angleterre en même temps que duc de Normandie, duc d'Anjou, duc du Maine et duc d'Aquitaine fait qu'il possède, ne serait-ce qu'en France, une partie beaucoup plus considérable du territoire actuellement national que ne le fait son rival Philippe Auguste. En tout cas, un domaine immense, puisque ça va de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. On comprend effectivement que Philippe Auguste est un peu maille à partir avec lui. Alors Philippe Auguste, en revanche, il part avec Richard Cœur de Lion en croisade, parce que la réputation de Richard Cœur de Lion comme chevalier, preux, etc. était déjà faite. Je crois que c'est d'ailleurs de cette époque, c'était avant qu'il devienne roi, qu'on le surnommait déjà Richard Cœur de Lion. Oui, probablement dans les nombreux conflits qui ont entraîné Richard à lutter contre les vassaux révoltés d'Aquitaine. Et là, il s'est comporté effectivement déjà comme un vaillant chevalier. Mais sa réputation, internationale, pourrait-on dire, elle se fait principalement à la croisade. La troisième croisade, il faut rappeler, il s'agit de reprendre Jérusalem à Saladin, une croisade dans laquelle il part juste après avoir été couronné roi en 1189. Il part donc en Terre Sainte et il va rester 3 ans, je crois, pour se battre. Ils partent tous les deux, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Il y avait un troisième l'empereur, Frédéric Barbarousme, qui est mort en traversant une rivière en Asie mineure. Mais Richard ne va pas directement en croisade. Il passe d'abord par l'île de Sicile, dont il y a des épisodes extraordinaires aussi en Sicile. Il conquiert pour son propre compte l'île de Chypre, où il épouse d'ailleurs Bérengère de Navarre, avant d'arriver en triomphateur au siège d'Acre, où était déjà depuis pas mal de temps son rival Philippe Auguste. Mais il fait une entrée solennelle qui éclipse évidemment tout le prestige des autres rois. Et qui s'en vont d'ailleurs. Ils s'en vont, Philippe Auguste, pas tout de suite. Un an après, Philippe Auguste a abandonné pour rentrer en France, où des intérêts plus matériels et plus directs l'attendaient. À savoir comploter avec Jean Santerre pour essayer de ravir à Richard une partie de ses territoires français. Alors Richard Cœur de Lion donc reste en Terre Sainte, ne parvient pas à prendre Jérusalem, et puis il quitte la Terre Sainte en 1192, et là commence l'épisode le plus connu de son règne, la captivité. Il est capturé par Léopold d'Autriche, qui le remet à l'empereur et qui exige une rançon considérable aux Anglais. À notre peuple d'Angleterre, je suis maintenu en captivité par Léopold d'Autriche. Mon frère le prince Jean en a connaissance, et cependant il a refusé de verser la rançon demandée, 150 000 marcs d'argent, prix de ma délivrance. Je le soupçonne de conspirer avec certains chevaliers normands pour s'emparer de mon trône. Peuple d'Angleterre, ton prince te demande de hâter sa délivrance, ton royaume est en jeu. Le prince Jean et certains chevaliers normands. Alors c'est un extrait d'Ivanhoé, donc cette espèce de western médiéval dans lequel le prince Jean, le frère donc de Richard Cœur de Lion, qui est en Angleterre, c'est une espèce de régence à ce moment-là, en l'absence de Richard Cœur de Lion, aurait empêché que son frère soit délivré. Jean Fleury. Oui, parce que les relations, on a parlé tout à l'heure des conflits entre le père Henri II et les fils, pas seulement Richard, parce qu'il y a des renversements d'alliances considérablement compliqués dans lesquels je n'entre pas. Mais Henri II ne voulait pas laisser la place, en quelque sorte. Et les cadets sont impatients, ils veulent régner. À cela s'ajoute une haine véritable entre Richard et son père, pour des raisons multiples, ne serait-ce que le fait que Henri II a copieusement trompé Aliénor d'Aquitaine, avec Aélis, d'une part, fiancée de Richard. Et enfin, Henri II est mort à ce moment-là, quand il est en captivité, parce qu'il est roi, Richard Cœur de Lion. Oui, bien sûr. Oui, mais la haine aussi, c'est avec son frère, Jean Santerre.
Oui, la haine existe non seulement entre le fils et le père, mais aussi entre les frères, puisque il y a eu des renversements d'alliances considérables. Une fois, c'est Richard et Henri contre Henri II, contre le père. Une fois, c'est Richard et Jean et Geoffroy contre le frère aîné. Enfin, c'est une famille dans laquelle on se déteste copieusement. En tout cas, il faut voir que les Anglais aiment Richard Cœur de Lion, car ils vont payer cette rançon qui était immense, 100 000 marcs d'argent. Je crois que c'était 2 fois le revenu de l'Angleterre. Ça correspond au moins, oui, à 2 années. Le revenu annuel, oui, 2 fois. Revenu annuel, au moins. C'est une somme considérable qui ne sera surpassée dans l'histoire que par la rançon au XIIIe siècle du roi Saint-Louis. En tout cas, la prison, Richard Cœur de Lion la met à profit, puisque c'est l'occasion pour lui d'écrire un poème, car ce roi chevalier était aussi un troubadour. Écoutez. John in son prisme dira sa raison, adroitement c'est dolentement non, mais par effort peut-il faire chanson, beauté amis, mes pauvres sont lidons, on t'y avance pour ma rançon. Ça deux hivers spris. Se sève bien mi homme et mi baron, ingrues normans, poète veine gascon, que je n'ai nul si pauvre compagnon, que je laissais pour avouer en prison. Je nous dis mieux par mille retrançons, car encore suis pris. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Et puis une plainte, comme on disait à l'époque, de Richard Cœur de Lion lui-même, qui était un troubadour et qui s'exprimait en langue d'oc, je crois, Jean-Fleury. Vous avez l'air sceptique quand on dit troubadour. Oui. Et on connaît très peu. C'est de lui, cette chanson. Oui, c'est de lui. Il y a au moins une pièce authentique, probablement 2, peut-être 3. Mais c'était pas vraiment un troubadour. Il a de qui tenir quand même, puisque le grand-père d'Aliénor, d'Aquitaine, donc la mère de Richard, était, lui, un véritable troubadour. Le premier, probablement. Guillaume IX d'Aquitaine, probablement le premier troubadour de l'histoire de notre France actuelle. La cour d'Aquitaine où Richard Cœur de Lion a passé sa jeunesse, et où on disait, je crois, un roi illettré est comme un âne couronné. Oui, effectivement, c'est une boutade qui a été faite à l'époque, un petit peu avant lui. Mais il n'était pas illettré, lui, en revanche. C'est un homme cultivé, Richard Cœur de Lion. C'est discutable, et les érudits en discutent beaucoup. C'était pas un illettré, à coup sûr. Il parlait en tout cas plusieurs langues. Probablement très mal l'anglo-saxon. Il parlait le français, l'occitan. Le latin, probablement pas très bien. Mais c'est un homme relativement cultivé et surtout qui a été frotté de culture chevaleresque et de culture courtoise à la cour de son père déjà et ne serait-ce que par le contact avec Aliénor qui, elle, est une femme d'une très grande culture. D'où alors sa réputation à lui de chevalier qu'il aurait puisé justement à cette cour. En tout cas, il est plus connu effectivement pour ses exploits guerriers que pour ses vers, exploits guerriers qui reprennent dès son retour de captivité en 1192. Richard! Devant moi s'agenouille une nation divisée. Debout à présent, et tous unis pour l'Angleterre. Donc c'est le retour de Richard Cœur de Lion en Angleterre, d'après toujours le film Ivanhoé. En fait, il reprend tout de suite le combat, mais pas en Angleterre, Jean Fleury. À peine revenu en Angleterre, il repart en France pour se battre là pendant 5 ans contre Philippe Auguste. Il règle assez vite les affaires d'Angleterre, puisque sa mère était restée maîtresse de la situation avec le chancelier, disons, celui qui servait de vice-roi en l'absence de Richard. Il a réglé assez vite la question, mais en France, en revanche, il garde une
une dent, si j'ose dire, une haine à l'égard de son frère Jean Santerre, qui était aussi duc de Normandie en l'absence de Richard, qui avait profité de l'occasion pour rafler une bonne partie des terres, en tout cas pour les revendiquer, et qui s'était abouché avec Philippe Auguste. Alors il y a dès que Richard rentre en Angleterre et qu'il reprend en main les rênes de son royaume, il ne pense qu'à une chose, c'est châtier Philippe Auguste de sa discourtoisie. Il ne faut pas oublier que Jean Santerre et Philippe Auguste s'étaient tous les deux portés acquéreurs, si j'ose dire, ou en tout cas anti-acquéreurs de Richard, puisqu'ils avaient payé, ils étaient prêts à payer à Henri VI une somme considérable, presque aussi considérable que la rançon, pour qu'on ne le libère pas. Alors évidemment, il en veut beaucoup à Philippe Auguste et à son frère. Il pardonne assez vite à son frère, peut-être à tort d'ailleurs, mais à Philippe Auguste, en revanche, il reprend tout de suite les opérations pour reprendre en main tous les territoires qui sont convoités par Philippe Auguste, à savoir la Normandie, une partie du sud et du centre de la France. Normandie, il faut rappeler, Jean Fleury, que c'est lui qui a fait construire la célèbre forteresse de Château-Gaillard. Oui, il l'a fait construire en 1 an. Il disait même que cette forteresse ne serait jamais prise. Il se faisait fort d'ailleurs vis-à-vis de Philippe Auguste de le défendre, même si ses murailles avaient été de beurre, disait-il. Et puis à quel point il avait confiance dans sa valeur chevaleresque. Et puis alors, Richard Cœur de Lion va mourir devant un autre château également, ça on l'ignore, en France, près de Limoges. Le château de Chalut. C'est une chose extraordinaire que ce siège de Chalut, parce que on a dit qu'il faisait le siège parce que on y avait entreposé un trésor qui aurait été trouvé dans la région. Bon, ce n'est pas impossible, parce qu'il y a toujours des trésors qu'on retrouve de temps en temps, mais c'est beaucoup plus vraisemblablement pour châtier un vassal révolté, parce que le côté de Chalut, le château de Chalut appartenait plus ou moins aux révoltés d'Angoulême et de Limoges, et il voulait les châtier. En faisant le siège du Chalut, qui est un château qui n'est pas très important, il est frappé d'une flèche à l'épaule, et il meurt, on peut dire, par insouciance, parce qu'il ne s'est pas trop soucié de cette blessure. Il a salué d'en bas l'archer qui lui avait décoché ce trait, et finalement la gangrène s'est mise à sa plaie, et il est mort après le 6 avril 1199, il y a 800 ans, après une dizaine de jours de souffrance. Et alors, chose surprenante aussi, il est enterré en France, à Fontevraud. C'est pas du tout surprenant, parce qu'il s'est toujours considéré comme un Plantagenet, c'est-à-dire il est devenu roi d'Angleterre parce que l'Angleterre, il l'hérite, si vous voulez, de son ancêtre Guillaume le Conquérant, qu'il avait pris à la pointe de l'épée en 1066, mais c'est un prince angevin de mère aquitaine. Donc il se considère comme un prince angevin et aquitain. Donc lorsqu'il meurt, il lègue ses entrailles, dit-il, aux Poitevins, c'est-à-dire dans quel mépris il les tenait, parce qu'il s'était souvent révolté contre lui. Il lègue son cœur aux Normands de Rouen, et il lègue son corps à Fontevraud, à l'abbaye de Fontevraud, où son père était déjà enterré. Il y a d'ailleurs des anecdotes très intéressantes au sujet de la sépulture de Henri II. On n'a pas le temps de les aborder, mais alors donc il meurt en 1199, mais depuis 8 siècles, il demeure un personnage de légende entretenue de son vivant par ses contemporains. La revue de texte, Stéphanie Duncan. Le roi Richard était un géant dans la bataille et se trouvait partout. Son épée brillait comme l'éclair et beaucoup de Turcs en sentirent le fil. Certains furent tranchés en deux, du casque jusqu'aux dents. Richard, le plus hardi roi du monde, plus prompt que l'épervier, moissonnait les hommes comme les paysans moissonnent avec leurs faux. Il était Achille, Alexandre et Roland. C'est ainsi donc que le jongleur Ambroise, qui l'accompagne en Palestine, fait l'éloge de son roi, Richard Cœur de Lion, un roi chevalier comparable aux héros de l'Antiquité et à ceux de la chanson de Roland. Et lors du siège de Jaffa en Palestine, Ambroise écrit même que jamais, même à Roncevaux, aucun homme, jeune ou vieux, chrétien ou sarrasin, ne se comporta comme lui. Il fait même l'admiration de ses ennemis. Le roi d'Angleterre, écrit le chroniqueur Baha ad-Din, était un homme très puissant,
de grand courage et de cœur élevé. Inférieur au roi de France par son royaume et par son rang, il lui était pourtant supérieur en richesse, plus fameux et plus preux dans la bataille. Mais la témérité de Richard semble peu raisonnable au sultan Saladin. Voilà ce qu'il écrit. Le roi a beaucoup de vaillance et de hardiesse, mais il se lance follement. Quelque haut prince que je fusse, j'aimerais mieux avoir de la libéralité et du jugement avec de la mesure que de la hardiesse avec de la démesure. Richard fait si peur aux Sarrasins qu'il devient même le grand méchant loup des petits-enfants. Quand les enfants aux Sarrasines braillaient, raconte le chroniqueur Joinville, elle leur disait « Tais-toi, tais-toi, ou j'irai quérir le roi Richard qui te tuera ». Il faut dire que Richard laisse derrière lui le souvenir d'une grande cruauté aussi, notamment à Saint-Jean d'Acre. Le roi d'Angleterre, écrit Baha ad-Din, agit traîtreusement à l'égard des prisonniers musulmans. Il s'était engagé à leur laisser la vie, mais il rompit ses engagements. Les prisonniers, qui étaient au nombre de plus de 3000, sont tous liés à des cordes. Les Francs se jettent sur eux et les massacrent de sang-froid à coups d'épée et de lance. Et Richard, en bon croisé qui se respecte, et malgré sa réputation d'homosexuel, on en parlera peut-être, n'épargne pas les femmes. Richard enlevait de force les épouses et les filles, en faisait ses concubines, et lorsqu'il avait éteint en elles ses ardeurs libidineuses, il les livrait à ses soldats en guise de filles publiques. Alors beaucoup d'admiration, Jean Fleury, dans les textes qu'on vient d'entendre, beaucoup de réserve aussi, malgré tout. Un roi brutal. Évidemment, ce sont des Sarrasins qui disent ça, mais quand même, c'est vrai qu'il était violent. Oui, mais les chevaliers de cette époque ne sont pas des tendres. Et évidemment, la réputation de hardiesse et de témérité même de Richard se paye au prix d'une réputation de cruauté. Quant au massacre des Sarrasins, il faut dire qu'évidemment que les chroniqueurs chrétiens et musulmans ne sont pas tout à fait d'accord, et ils se rejettent sur la primauté de lequel des deux camp a fait exécuter d'abord les prisonniers. Il semble tout de même que ce soit Richard, pour des raisons difficiles à expliquer, probablement un délai trop long à son goût pour que les Sarrasins payent les sommes prévues. Mais bien plus tard aussi, il y a un historien anglais, et pas n'importe lequel, qui s'appelait Gibbon, qui disait « Si l'héroïsme se limite à la brutalité et à la férocité, alors Richard Plantagenet occupe une position éminente parmi les héros de son temps. » Donc les Anglais ne sont pas très tendres. Il y en a un autre d'ailleurs qui est plus tard, alors tout récent, qui est un historien actuel, James Brundtland, qui dit « Le pire des dirigeants que l'Angleterre ait jamais connu », dit-il de Richard Cœur de Lion. Oui, mais ce portrait a été quand même bien rectifié par Gillingham, le meilleur historien actuel concernant Richard Cœur de Lion en Angleterre, et qui fait justice de cela. Il montre très bien, et je crois l'avoir d'ailleurs aussi montré, que au fond, ce que les Anglais lui reprochent, c'est d'avoir été un prince, je dirais pas français, mais angevin, et s'être occupé beaucoup plus des territoires de ce côté-ci de la Manche que de l'autre côté. Au fond, il a séjourné, vous avez dit 6 mois, c'est peut-être un peu court, disons en tout cas moins d'1 an en Angleterre, parce que son centre d'intérêt, c'était l'Anjou, le centre des domaines plantagenets. Et c'est pas pour rien qu'on parlait, peut-être à tort, d'un empire angevin. On a parlé aussi dans ces textes de son homosexualité. On en parle beaucoup. On dit qu'il aurait été homosexuel, Jean Fleury. Oui, c'est la thèse soutenue par la majorité des historiens. C'est assez discutable, mais enfin, il y a tout de même d'assez nombreux faits, d'assez nombreux textes qui font pencher vers cela. Je dirais plutôt... Il négligeait ses femmes, d'abord. Je crois qu'il était marié... Non, il était marié une fois, mais enfin... Oui, il a été marié tardivement à Hélice. Il était pas à Hélice, mais à Bérengère de Navarre. Il était fiancé à Hélice depuis très longtemps. Hélice était une fille du roi de France. Mais comme son père en avait fait probablement sa maîtresse alors qu'elle était encore une très très jeune fille, pour ne pas dire une enfant, il est possible que ça ait dégoûté un peu Richard de l'épouser. Par ailleurs, il est très probable tout de même, compte tenu des reproches que lui font pas mal d'ecclésiastiques, que Richard ait été tenté tout de même par l'homosexualité. Et ce qui expliquerait... d'ailleurs, ce n'est pas étonnant dans les milieux chevaleresques. Il n'était certainement pas un homosexuel pur et dur, mais je dirais plutôt un paillard. Probablement un roi paillard. Et un grand roi ou pas, Jean Fleury? À vous lire, bien sûr, c'en est un. Mais enfin, il y a quand même tellement de nuances aussi dans ce qui est dit sur lui. Tout dépend de ce qu'on appelle un roi. Le fait est qu'il a toujours été victorieux à peu près tout le temps dans ses conflits avec Philippe Auguste. Et au fond, les victoires de Philippe Auguste pour la création de son royaume datent de la mort de Richard. Un grand roi sur le plan politique, peut-être, c'est discutable, Gillingham le croit,
je pense qu'il exagère peut-être un peu, mais c'est pas un mauvais roi. En tout cas, un modèle de chevalerie. Et c'est sur ce point-là, je crois, qu'il a laissé une trace indélébile dans l'histoire. C'est la première fois qu'un roi se montre sur les champs de bataille avec un tel héroïsme et qui fait surtout des vertus chevaleresques le sommet des vertus. Alors qu'auparavant, on attendait plutôt d'un roi qu'il sache gouverner, qu'il sache donner des ordres, diriger les armées, mais pas se lancer dans la mêlée à la pointe du combat. En tout cas, je vous remercie, Jean Fleury, de nous avoir rappelé et d'avoir démêlé un peu la légende de la réalité de Richard Cœur de Lion, donc mort en 1191 et pour lequel, à l'époque, le troubadour... 1199, pardon, j'ai une bêtise, et pour lequel, à l'époque, le troubadour Gosselm Fédy a écrit cette plainte sur laquelle nous allons nous quitter. Richard reis der Sengles, es motai Dios, cas perde, cas danles, can destrach mots, can salvat autir. Le puissant et valeureux Richard, roi des Anglais, est mort. Adieu, quelle perte et quel malheur, quelle parole étrange et si pénible à entendre. Il a bien du cœur l'homme capable de le supporter. C'était donc Richard Cœur de Lion sur une musique de Gosselm Fédy. Je rappelle, Jean Fleury, que vous êtes l'auteur d'une biographie de Richard Cœur de Lion, le roi chevalier, une biographie éditée chez Payot et Rivage. À lire également Richard Cœur de Lion, le roi chevalier du XIIe siècle, une biographie de Roland Nicolin, parue chez CLD. Richard Cœur de Lion et le Limousin, de Marguerite Marie Hippolito, un ouvrage sur l'itinéraire du roi dans le Limousin, aux éditions L'Harmattan. Enfin, la reine Bérengère et Richard Cœur de Lion, chronique d'amour et de guerre, d'Yvan Cloulas et Anne de Nieul-Cormier chez Hachette Littérature. Et puis vous avez pu entendre des extraits du film Ivanhoé de Richard Thorpe, disponible en cassette chez Warner Vidéo. Vous pouvez obtenir toutes ces références en téléphonant au 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Alain Saget et Romain Lenoir. Documentation, Elsa Boubli et Cérine Lorta-Jacob. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.